Chers auditeurs de Web26, bonjour et bon après-midi et heureux de vous retrouver avec ma fidèle complice Rachel pour une nouvelle émission aujourd'hui qui s'intitule La liste de Spielberg. Alors pourquoi la liste de Spielberg? Eh bien Rachel va nous expliquer ça tout de suite. Bonjour Rachel, comment ça va? Bonjour Philippe, bonjour les amis, bonjour chers auditeurs. Merci, très bien. Alors la liste de Spielberg, c'est quoi? Alors, expliquons. Dans la mesure où j'ai vécu les événements de cet été relatifs à la bordure protectrice de manière très, on va dire, intestine, j'ai beaucoup pris à cœur ces événements qui, pour moi, m'ont paru être une guerre plus spirituelle qu'autre chose, parce que quand même, à plus de 3500 et quelques roquettes reçues sur la tête des Israéliens, et grâce à Dieu, pas beaucoup de dégâts, bon, quelques dégâts matériels qui vont coûter cher à Israël pour la reconstruction, c'est évident, mais disons, on n'a pas eu de pertes humaines en dehors, bien sûr, et je rends grâce à leur mémoire aux 67 disparus. On peut dire que toutes ces roquettes nous sont passées dessus grâce à ce dôme de fer, nous avons pu échapper au pire. Donc je me suis dit, Ouais. il y a quand même quelque chose d'étrange dans ce phénomène. Et en général, ce que nous appelons vulgairement l'étrange, moi je le qualifie de miraculeux. C'est-à-dire que, à mon sens, quand on est témoin de tels événements, on doit se dire que le dôme de fer était certes quelque chose au niveau de la technologie très avant-gardiste, mais au-dessus de ce dôme de fer, il y a quelque part le ciel qui nous a épargnés de beaucoup. Donc, ce qu'on a pu voir quand la mer Rouge s'est ouverte, on a fait ici, on est témoin de ce même genre de miracle. Quand le Hamas nous envoie des bombes, c'est dans le but de nous descendre tous et que nous soyons tous rasés de la terre. Et bon, constatons qu'on est encore vivant et qu'au contraire, l'économie fonctionne de plus belle en Israël et que c'est la vie qui triomphe. Donc partant de ces événements et partant des événements qui se propagent en France, où j'ai encore eu ce matin à me surprendre d'entendre notre cher compatriote Dave, le chanteur, qui disait dans une émission, bah, écoutez, j'ai appris qu'effectivement il y a 1000 personnes qui partent faire le djihad en Syrie. Parmi ces 1000 personnes, il y a 60 jeunes filles. Finalement, ce sont des révolutionnaires comme ces juifs qui allaient au kibbutz. Donc ça m'a vraiment choquée et je me suis dit, il y a un problème, il faut en parler. Effectivement, ces événements, donc cette montée d'antisémitisme allant crescendo, me donnait à penser qu'il fallait en parler. Et donc pour en parler, je me suis dit, je vais écrire un roman. Et est-ce que je partais pour faire une fiction, complètement une fiction? Est-ce que je partais sur une fiction politique? Est-ce que j'allais m'aventurer sur simplement relater les faits comme un journaliste? Non, non, non. Il fallait que je fasse quelque chose qui soit à la fois attractif pour le lecteur lambda, je dirais, attractif Mhm. pour les gens qui ont soif d'histoire, et quelque part, à mon tour, de faire mon témoignage. Parce que malheureusement, ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les médias, c'est que certains mots sont galvaudés. J'en ai pour preuve, il n'y a pas si longtemps, notre ami Nicolas Sarkozy voulait qu'on supprime du vocabulaire le mot Shoah. Et quand j'envoie mes livres, qui sont pour la plupart dédiés à ce moment mémorable, on me les retourne en disant c'est très bien, c'est un chef-d'œuvre, mais c'est trop spécifique. Donc effectivement, je revendique cette spécificité d'être juive, et forcément que quand j'écris, c'est indubitablement ma personnalité que je mets en avant et cette alliance que j'ai avec ma propre histoire. Donc mon livre est parti d'une idée toute folle, et je reste convaincue qu'une idée toute folle finit toujours par voir naissance. Je me suis dit, il Mhm. faut que j'écrive un livre dans cette perspective d'ouvrir les yeux aux Juifs de France pour leur expliquer que on n'est pas vraiment en sécurité en ce moment, mais bon, ça, j'ai pas besoin de leur dire.
Je veux dire, il y a suffisamment eu d'attentats qui nous ont fait prendre conscience de cet événement. Pour la petite histoire, toute la ville de Toulouse, après l'attentat Mera, a pris des décisions et de nombreux corps et légionnaires sont partis s'expatrier en Israël. Donc c'est pas innocent. Donc les événements parlent d'eux-mêmes. Mais mon idée, c'était de dire, voilà, je vais prendre ces événements, vous mettre au fait, et pourquoi pas imaginer de comparer, à événements comparatifs, j'entends, les, les rouages et les mécanismes du nazisme et ceux de l'islamisme. Quelque part, quand on nie l'existence d'Israël ou quand on nie le juif, on nie la même chose, on nie le juif parce qu'il croit en un Dieu unique et parce qu'il est attaché à la fois par sa terre, par sa géographie, son histoire, et c'est comme ça qu'on est un juif aujourd'hui. Donc, je me suis dit, pourquoi pas imaginer que plutôt que de se laisser aller vers la Shoah, n'ayons pas peur des mots, quand à la Bastille on a employé le mot brûler, on faisait directement allusion à la Shoah. Donc pourquoi se laisser amener à l'abattoir? Pourquoi pas devancer les événements et imaginer un concept fou, comme je l'ai imaginé, c'est de dire j'écris un livre qui sera certainement un scénario par après, c'est un travail qui est différent mais c'est jouable, je l'ai déjà fait, et de le proposer à Spielberg, qui avait notamment produit le film La liste de Schindler, et de lui soumettre et de lui dire voilà, écoutez, vous devenez un acteur de mon livre, et en fait, l'idée que j'en ai, c'est de vous le soumettre pour ces gens qui ne pourront pas avoir les moyens de s'expatrier si les événements se précipitent. Et honnêtement, aujourd'hui, les événements se précipitent. Je vais vous expliquer pourquoi les événements se précipitent. Et je me suis dit, voilà, une bouteille à la mer, je balance le concept et je lui soumets et je vais voir si effectivement il a un quelconque lien avec nous assez fort pour dire ben, je peux participer activement en devenant un partenaire actif à ce concept et voir d'aider ces familles qui n'auront pas les moyens financiers de s'expatrier si d'aventure le choix est fait de quitter la France. Pourquoi je dis que nous sommes dans une période difficile? Parce que il y a des signes qui ne trompent pas. Dans un des passages de mon livre, dont j'ai fait une petite vidéo que vous trouverez sur Facebook, je reprends l'anaphore de notre président actuel et j'explique ce qui est permis en France aujourd'hui. Si tu veux, Philippe, je vais te lire un passage et tu me diras si effectivement je suis ou non dans le juste, dans le vrai, pour expliquer à nos lecteurs que l'histoire se répète inlassablement, malheureusement, et qu'il y a des signes qui ne trompent pas, et que par conséquent, il faut peut-être se préparer à cette possibilité d'aller non pas vers Israël parce qu'on n'en a plus le choix, mais je préférerais d'autant qu'on y aille plus par amour que pour une autre raison, parce que malheureusement, les faits, eux, qui se répètent, sont indicateurs de mauvais présages. Et j'ai noté encore dans la presse cette semaine que nous arrivons à 91% d'actes antisémites par rapport à l'année dernière. Oui. Ça me paraît beaucoup. Donc, le petit morceau dont je vais te faire lecture fait partie d'un chapitre que j'ai appelé le bioterrorisme, parce que nous ne sommes pas à l'abri de toutes ces nouvelles formes de terrorisme. Je veux dire, nous avons 1000 Français aujourd'hui qui apprennent le métier de terroriste, non pas dans un kibboutz, monsieur Dev, mais bien dans une armée qui n'en est pas une, du reste, un groupuscule de terroristes. Et voilà, donc il faut se préparer au pire, et je pense qu'on ne peut pas faire comme en 1939, être plus français que juif. Nous devons être français, certes, mais d'abord juifs pour sauver notre peau, parce que c'est primordial. Donc voilà ce que j'ai mis dans mon dernier chapitre. Ce responsable de l'allié en Israël était clair: dès lors que les rabbins empêchent leurs fidèles de sortir en kippa dans la rue,
cela signifie qu'ils ne sont plus protégés. La kippa est ce couvre-chef que l'on appose sur la tête en signe de reconnaissance que Dieu est au-dessus de nous. Et pour ce qui concerne nos élus, eux, avaient le choix de ne rien dire, ne craignant ni Dieu, ni les terroristes, et pour cause. Donc je reprends un peu l'anaphore de notre président. Il était admissible de brûler des épiceries cachères. Il était toléré de laisser circuler des vidéos islamistes lynchant du juif. Il était concevable que les enfants soient pris en otage au prétexte qu'ils fréquentaient une école juive. Il était indiqué de faire l'apologie d'Hitler. Il était naturel de faire la quenelle, signe inversé du Heil Hitler. Il était acceptable pour un ministre de fréquenter une manifestation faisant appel au crime contre les juifs. Il était permis de brûler du juif, de le martyriser, de le violenter. Il était possible de licencier un juif parce que juif en France, et la justice apparemment restait silencieuse, donnant raison à une telle ignominie. L'antisémitisme, comme l'antisionisme, non puni, non réprimandé, car il était normal de se taire et de se laisser faire. L'anaphore du président normal prenant ici tout son sens. Moi, président, j'ai décidé de ne rien faire pour protéger les juifs de France. Ce même laisser-aller, ce laxisme sans nom, toléra ce pire malheureusement. Le premier avion de la liste de Spielberg à destination de Tel Aviv n'arriva pas à Tel Aviv. Il fut hélas détourné. La menace de la peste, nouvelle arme des terroristes, me plongea dans une tristesse infinie. La peste bubonique, voilà comment ces monstres étaient parvenus à nous toucher une fois de plus. Ils avaient par Internet pu entrer dans mon ordinateur personnel pour en récupérer la liste de tous ces candidats au départ d'Israël. Ils avaient pris soin de passer par ma fenêtre sans aucune infraction, par le balcon. Ainsi, en toute discrétion, ils avaient volé l'intégralité de mes données, des experts du vol informatique, des connaisseurs. Mais ce qui nous choqua au plus haut point, lors des revendications, fut cette aisance d'avouer que l'avion a été détourné en Turquie et qu'il serait de bon ton de faire libérer 1000 de leurs prisonniers au risque d'infester l'avion de ces puces qui propagent la peste. Ils avaient ainsi, au départ de Paris, déjoué tous les services de sécurité de la France, mais aussi ceux de la compagnie Elal, et au fur et à mesure de l'enquête, nous comprîmes très vite que les ravisseurs étaient en fait des femmes perruquées, déguisées en juives religieuses. La question restant en suspens, comment étaient-elles parvenues à copier si bien leur passeport? Avaient-elles obtenu un quelconque soutien de la préfecture? À raison de 6 jours d'incubation, la victime verrait sa vie se limiter à 36 heures. Voilà comment se résumait ma peur pour appréhension à toute notre équipe. Bon, grosso modo, tu vois, c'est une fiction qui se base sur des faits plus ou moins réels. Donc je suis allée très loin dans mon propos. Oui, mais c'est une fiction, mais c'est un peu l'enjeu du moment. On peut être sombré dans la théorie du complot avec tout ce qui s'est passé cet été, mais malgré tout, il est utile de pouvoir corréler un certain nombre de faits qui se sont passés entre le mois de juillet et le mois d'août. Comme par hasard, au milieu des avions qui tombent et de l'opération Bordure Protectrice et des différentes frappes sur l'État islamique en Irak et au Levant, on a un virus Ebola qui commence à s'échapper de centres de manipulation. Donc c'est un peu critique. Et je suis, moi, sur le fond, convaincu, que ce soit Ebola ou autre chose, que de toute façon, la prochaine guerre qui est à nos portes, parce que c'est pas la peine de se voiler la face, hein, l'OTAN a décidé, on est dans les prémices, le temps d'organiser, le temps de laisser passer les fêtes juives de Rosh Hashanah et de Kippour, et on va y être. Et on va y être. Et le principe, c'est que cette guerre sera conventionnelle et certainement bactériologique. Et c'est là le vrai problème de notre ennemi qui va pouvoir se fondre dans la masse. C'est ce que tu expliques de ces terroristes perruqués déguisés en feuge faisant leur alia. Eh bien, c'est un scénario qui n'est pas du tout dénué de sens parce que c'est exactement ce qui va se passer. Le gros problème, et on l'avait évoqué lors d'une de nos précédentes émissions, c'est que dans ce qu'il va se passer dans les semaines à venir, on ne connaît pas notre ennemi. Alors oui, celui qui se balade en Irak dans un Toyota tout neuf avec son drapeau noir et blanc, on l'identifie. Par contre, celui qui est encore sur le sol français ou sur le sol allemand ou sur le sol belge ou sur le sol néerlandais ou sur le sol américain, eh bien celui-là, c'est peut-être le voisin, c'est peut-être le cousin, c'est peut-être, enfin le cousin, pas les nôtres, parce que, ah, bon, alors, c'est qu'ils ont fondu les plombs. Mais en tout cas, c'est un ennemi qui va être difficilement identifiable.
Et le vrai problème va être là, et je crois que c'est le vrai souci de toutes les agences d'intelligence de la planète et de tous les gouvernements aujourd'hui du G8, ou en tout cas du G7, de pouvoir raisonnablement identifier où est la menace et où est la vraie menace. C'est ce que disait, j'ai oublié son nom ce matin, l'article, le fait n'est plus de savoir maintenant quand il va, enfin, s'il va y avoir un attentat en France, s'il va y avoir un attentat significatif en France, mais quand va-t-il avoir lieu? Et ce sera le Sarajevo pour finaliser ou en tout cas valider le fait de notre participation au sein du commandement intégré de l'OTAN, ce qui est déjà acté, hein, il ne faut pas nous prendre pour des billes. L'OTAN est déjà en marche, le USS Bush mène des frappes sur l'Irak et au contraire de ce que disait une personne ce matin sur Facebook, les Américains louent toujours leur cible. Ça reste à voir et à prouver, mais si certains le pensent, tant mieux. En tout cas, nous y sommes. Et nous sommes dans cette menace. Et il est vrai que, d'une manière très insidieuse, parce qu'il y a une époque où on se faisait simplement traiter de sale juif dans la rue, ben, ma foi, on répondait ou on répondait pas, en fonction de l'humeur du moment et de l'envergure de la menace. Mais aujourd'hui, on se fait traiter de sale juif de manière très insidieuse. Comme tu disais, on est licencié parce qu'on est juif, on est mis un peu à l'écart parce qu'on est juif, on est regardé différemment parce qu'on est juif, etc. etc. Et ce qui me choque dans cette République de France, c'est que, eh bien, il y a très très peu d'élus, mis à part notre cher président qui essaye de redorer un peu sa Côte d'Amour, mais il y a très très peu d'élus qui parlent ouvertement de ce problème juif. Je ne veux pas minimiser ni ceux qui se battent pour faire reconnaître le génocide arménien, il est grand temps que ça soit reconnu, au même titre que la Shoah. Je ne veux pas ou simplement mettre les élus qui mettent en avant le massacre des chrétiens d'Orient, qui est une horreur et personne ne fait rien, ou en tout cas pas encore. Mais c'est vrai que cette montée de l'antisémitisme, à vue de l'extérieur, je me dis que bah, tout le monde sait que c'est là, tous les élus savent que c'est là, mais on n'a pas envie de rentrer de plein pied dans le sujet parce que ben, ça reste encore un peu tabou. Et est-ce que ça n'est pas un contre-jeu politique pour celui qui aura finalement l'envie ou la force de mettre ça sur la place au même titre? Je veux dire, il y a des communautés juives qui sont déplacées, qui sont tyrannisées depuis des années, notamment le peu de communautés juives qui restent en Iran et qui est depuis l'avènement des ayatollahs, donc ça date pas d'hier, en permanence menacé, torturé et harcelé de manière profonde et violente par les régimes de la République démocratique d'Iran. Moi, ce qui me désole, Eric, Philippe, pardon, ce qui me désole aujourd'hui, Philippe, je t'interromps, c'est que ça me rappelle étrangement l'histoire du nuage de Tchernobyl, où on a osé faire croire aux Français que c'était un nuage qui ne traverserait pas les frontières. Or, le califat traverse les frontières à une allure vertigineuse. Moi, je m'étonne qu'un M. Cazeneuve n'ait réagi qu'aujourd'hui. Concernant les mines djihadistes, ça m'épate. Je veux dire, c'est trop facile de dire on n'était pas au courant, on ne peut pas saisir. Bon, si, alors la seule chose qu'il va faire, c'est leur enlever leur identité française. Non, mais laissez-moi rire, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est l'éducation dans les classes, dans les petites classes, de revenir. Un monsieur l'autre jour dans la rue me disait, peut-être ça paraît niais de dire mais on devrait revenir à la morale. Mais oui, on devrait revenir à la morale, rééduquer les enfants très jeunes, de dire que voilà, on ne prend pas une arme à l'âge de 4 ans dans les mains. Quoi. Je veux dire, il y a des choses qui me paraissent au-delà du réel. Mais je me suis posé la question de cette théorie du complot. Pourquoi je me suis posé cette question? Parce que je me demande à qui profite tout ça. Je veux dire, à qui ça profite? Mais de manière claire. De toute façon, cette situation, moi je crois qu'il faut reprendre la situation économique mondiale dans son ensemble. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? On observe les deux super grandes puissances, les États-Unis et la Russie de type soviétique, qui est en train de se reconstituer dans son soviet suprême. Et ces deux grandes puissances sont en train de se réaffronter comme elles s'affrontaient pendant la guerre froide, enfin en tout cas entre Yalta et la perestroïka de Gorbatchev. Donc tout le monde sait que la planète n'a plus de cash et qu'on est au bout de ce système capitaliste qui a été mis en place un peu avant la révocation des accords de Bretton Woods.
Mais que cherchent ces deux grandes puissances? Faire du cash, refaire leur trésorerie, et ils savent pertinemment que refaire leur trésorerie ne peut passer que par l'économie de guerre. Il faut que la machine de guerre fonctionne, mais qu'elle fonctionne de manière rentable. Parce que force est de constater que depuis 25 ans, en gros 20 ans, eh bien, la machine de guerre a fonctionné, mais de manière non profitable. Et c'est plus possible. Si on colle le système global qui est à sa limite, parce que les spéculations sur les deuxième, troisième et quatrième cercles, eh bien, finalement, elles ont une limite, on s'en aperçoit aujourd'hui, euh, tout le monde est en train de s'observer pour se dire comment est-ce que ça va se passer. Alors oui, les États-Unis, la France, tous les pays du G7, voire du G8, ont fourni des armes et à l'ensemble de ces cellules, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre, et tous ces pays ont fourni des armes à qui les payer cash, ça c'est une évidence biblique. Aujourd'hui, le principe c'est de dire Cazeneuve réagit, ou quel que soit le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Défense, en tout cas, ils savaient. Le problème c'est qu'ils sont comme des poules qui ont trouvé un couteau. Ils ne savent pas dans quel sens prendre le problème et surtout ce qu'ils ne mesurent pas, ce sont les corollaires de leurs actions et les collatéraux de leurs actions. Comment, comment est-ce que la planète va s'enflammer dès l'instant où officiellement on va rentrer en guerre donc, contre ce califat qui s'étend, et tu as bien raison, et qui s'étend encore une fois de manière sournoise, parce qu'il est au Proche-Orient et au Moyen-Orient localisable, partout ailleurs, il ne l'est pas. Sans compter toute la partie indonésienne du sud-est asiatique, quand ces islamistes-là vont se réveiller, mais vraiment réveiller. Les petits jeunes du califat, là, ils vont faire petite fille à côté. Hein. J'ai Et on consacré va avoir à tout subir. tout un épisode sur cette stratégie géopolitique. Effectivement, c'est ce que tu soulèves là, c'est forcément en direction d'une troisième guerre, ça c'est évident, ça va imploser de toutes parts. Il faut s'y préparer. On y est. On y est, je veux dire, à partir de quand on y est, moi dans mon livre d'ailleurs, j'ai intitulé un chapitre pour parler d'Obama, je l'ai appelé Obamalek. Et pendant Ça, c'est longtemps, hein, pardon? méchant. Méchant, mais jusqu'où j'ai été méchante? Bon, moi, tu sais que j'aime assez travailler sur les réincarnations. Je pars du principe que on est des âmes comme ça en errance et qu'on essaye de génération en génération de revenir un peu sur Terre pour rétablir ce qu'on n'a pas su faire dans une vie antérieure. Et je me suis dit, dans l'histoire, bien sûr, c'est pour ça que c'est une fiction politique, je me suis dit jusqu'où nous avions des points communs entre Obama et Pharaon. Mm -hmm. J'ai trouvé des accointances extraordinaires à beaucoup de niveaux. C'est-à-dire que pendant longtemps, notre cher Pharaon, euh, on a cru en lui, hein. Beaucoup ont cru en lui. On ne sait pas comment il a Ouais. débarqué, mais beaucoup ont cru en lui. Et il a fait quelque chose qui est historiquement euh, un point marquant pour le temps, c'est quelque part cette abolition, entre guillemets, de l'esclavage en devenant le premier noir à devenir président. Quelque part, ça nous remonte à l'histoire de Ham, Yafet et Shem, où la damnation du noir, c'était d'être un esclave à vie. Donc, quelque part, il a fait quelque chose qui a été très, très, très évolutif, de positif pour son temps, un changement radical pour le monde. C'est-à-dire on avait mis fin à cette damnation, quelque part. Donc, Absolument. donc je me suis dit, et au même titre, Ramsès II était aussi un homme à la peau ébène. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Après, je me suis dit, j'ai été plus loin. Donc, j'ai un chapitre sur DSK que j'ai comparé à ce fameux Yosef qui était le bras droit, le ministre des Finances de Pharaon. Je veux dire, c'est la même histoire, qui s'est fait entourlouper par la femme de Pharaon qui était Potiphar. Donc, j'ai essayé de faire comme ça des accointances, de dire, tiens, revenons sur des personnalités qui pourraient incarner aujourd'hui et actualiser ce type de personnalité. Mais je me rends compte que derrière ce Obama, que j'ai appelé moi Obamalek, sachant que Amalek, c'est qui? C'est ce Erevrav, c'est ce dixième de gens originaires d'Égypte qui sont sortis de l'esclavage en même temps que les Juifs, alors qu'ils n'avaient pas cette foi ni cette croyance, mais qu'ils avaient une foi au contraire en de multiples dieux, qui a un petit peu faussé
tout le cheminement de la sortie des Juifs, parce qu'effectivement, ils revenaient toujours avec leurs vieux principes de sorcellerie, de veau d'or, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas donc aller trouver des accointances entre les uns et les autres. Et je me suis posé cette question. Bah, Obama, certes, mais n'oublions pas qu'il s'appelle Hussein. Et c'est seulement Oui, maintenant qu'il en parle. Donc, il a aussi ses accointances, et c'est là où je joue un peu du complot, de dire, bah, quelque part, est-ce que c'est pas, je veux dire, une réincarnation de ce R. Rav qui aurait la même volonté du laisser faire, parce que est-ce qu'on n'a pas envie qu'Israël soit complètement détruit parce qu'Israël est en train de prendre une place conséquente au niveau économique? Israël, c'est au niveau de nos chercheurs des très très grandes avancées, alors qu'au jour d'aujourd'hui, les États-Unis, c'est un pays en décrépitude, quoi. Je veux dire, c'est plus ce que c'était, hein. non, moi je crois pas pour une raison simple, c'est que Israël a toujours été le porte-avions des États-Unis au Proche-Orient. Et Israël est que ce soit stratégiquement, économiquement, militairement ou d'une manière générale, commercialement en tout cas, un point d'appui qui est à mon sens indétrônable. Et je pense que, je suis même certain que la puissance et la pression, ne serait-ce que du lobby juif new-yorkais, pèsent au moins autant que les 2 tiers des représentants républicains ou démocrates à la Chambre. Donc, je ne suis pas persuadé qu'il y ait cette volonté ni nord-américaine, ni même soviétique, et je dis soviétique volontairement, de détruire Israël. Parce qu'on sait pertinemment que Israël joue un rôle de catalyseur, quoi qu'il arrive, C'est le seul, malgré tout c'est le ce qu'on a seul pu pays voir. démocratique dans la région, hein. Absolument. Donc c'est un catalyseur et c'est un ressort. C'est un ressort qui permet d'absorber toutes les dissensions qu'il peut y avoir au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Parce que même à l'ouest, il y a la mer, il y a quand même un certain nombre de choses qui s'y passent. Donc je ne suis pas persuadé que les dirigeants qui restent malgré tout un peu sensés de cette grande planète, même s'ils ont qu'ils nous ont montré quelques excès, en tout cas je ne suis pas persuadé je suis persuadé, pardon, plus exactement, qu'ils sont conscients qu'Israël ne doit pas disparaître quoi qu'il arrive. Parce qu'autrement, c'est la fin de la région. Et là, s'élèverait en maître l'Arabie Saoudite qui dirait arrêtez un peu vos conneries. Parce que nous, on est tranquille, on fait notre petit business gentiment, là, pourvu que ça dure encore quelques dizaines d'années. D'accord. Philippe, je veux bien, mais je t'interromps quand même. C'est avec l'argent de qui que l'État islamique prend de telles proportions et si bien armé, arrive à décapiter à tout va sans que personne ne réagisse? Mais de tous les pays du G8, avec l'argent de tous les pays du G8 et notamment de la communauté européenne, autant que des États-Unis, autant que du nouveau pacte de Varsovie. Je veux dire, ce problème de vente d'armes, moi quand je vois certains posts sur les réseaux sociaux où on nous dit oh le salaud il a vendu des armes, mais on a tous vendu des armes. Il faut arrêter. Il n'y a qu'une chose qu'on n'a jamais réussi à vendre, c'est le Rafale. Mais ça c'est un autre débat. Mais on a tous vendu des armes. Tous les pays ont vendu des armes. Tous les pays que ce soit directement ou indirectement, vendu des armes. Souviens-toi pendant la guerre des Malouines au début des années 80, les Anglais ont toujours été nos alliés. On avait un pacte de non-vente de missiles Exocet air-mer directement aux Argentins. On les a vendus via les Italiens, qui les ont revendus aux Argentins. Donc, les cheminements sont des cheminements obscurs qui, sous couvert de la raison d'État de toutes ces nations, font que finalement, si tu me payes cash 2 batteries Milan ou 3 Plutons, je te les vends, puis c'est tout. Et puis, ce sont des transactions dans lesquelles il y a toujours des intermédiaires qui sont bien pensants. Donc que ce soit les uns, les autres, ou tout le monde a été mêlé de près ou de loin à des ventes d'armes, et quel que soit... Moi, je serais curieux de voir, de traîner et de faire l'inventaire des stocks d'armes de ces différents groupes terroristes. Je suis persuadé qu'ils ont des armements sur lesquels il y a marqué Made in France, hein, comme il y a marqué Made in Popov ou Made in United States. Donc, le problème de l'armement de ces gens-là, non pas qu'il soit récessif, mais je ne crois pas que ce soit le vrai problème de fond. Aujourd'hui, ce sur quoi il ne faut pas qu'ils ne mettent pas la main,
ce sont en quantité des armes bactériologiques. Mais comme tu le signalais quand tu faisais la lecture du chapitre de ton livre, ce ne sont pas des imbéciles, loin de là, et ils ont un certain nombre de capacités dans différents domaines pour pouvoir reconstituer, créer, manipuler d'autres armes ou d'autres actions qui vont largement nous échapper. Et je crois que c'est sur ces points Et comment que sont... se fait-il qu'il n'y ait pas plus de recherche, qu'il n'y ait pas plus de mise en garde, qu'on ne nous protège pas je veux dire, en Israël, par exemple, chacun a son masque à la maison. Nous, ici, on dirait qu'on est protégé de tout. Mais il faut arrêter, on ne sera pas protégé de tout. Je veux dire, l'affaire Mera, c'est tristement le début de nombreuses affaires à venir. À Marseille, il y a 90% de la population qui a son arme à la maison. Bon, elle n'est pas légale, je suis d'accord. Mais... Non, je plaisante, je chahute. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas. Moi, pendant ces vacances, on a fait en une semaine quasiment 3000 km. On n'a pas croisé un gendarme. Autoroute nationale, départementale, petit village, grande ville, on n'a pas croisé un gendarme. C'est pas compliqué. On n'a pas croisé un policier. On n'a pas croisé un convoi militaire. On n'a pas croisé quoi que ce soit. Je pense qu'aujourd'hui, les États de l'Union européenne sont dans une expectative et ne savent pas où ils habitent. Ils ne savent pas comment faire. C'est un tel problème à tiroir qu'ils se disent, si on en ouvre un, en fait, c'est pas un tiroir qu'on va ouvrir, c'est la boîte de Pandore. Et que va-t-il se passer? On ne sait pas trop. D'autre part, il y a un problème qu'il ne faut pas négliger, c'est que, notamment en France, pour les autres pays, c'est à peu près la même chose, mais notamment en France, notre armée, on n'a plus les moyens de vraiment la financer. Donc, on est de toute façon, que ça soit positif ou négatif, sous le joug de l'OTAN, du commandement intégré de l'OTAN. Parce que c'est le seul moyen de financer ce qui nous reste d'armes. Après, quand on nous raconte que le navire magnifique ne sera pas vendu finalement ou livré à la nouvelle Union soviétique, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles complets. Ce bateau est baptisé, il s'appelle le Vladivostok. La marine russe en a déjà pris possession, donc il sera fatalement livré, et puis un jour il disparaîtra de son port de construction. Mais je crois que ce qu'il faut mesurer maintenant, c'est de pouvoir dire nos dirigeants ne sont pas plus idiots que nous, ils font les imbéciles, ça c'est une commune mesure, mais je pense qu'ils mesurent mal, parce que c'est pas simple, les collatéraux du tiroir qu'ils vont ouvrir, et deux, eh bien, il y a les deux superpuissances qui sont là. L'une a tenté d'envahir et de reconstituer son pacte de Varsovie, et l'autre qui dit, les États-Unis, qui dit, attendez, on est sous contrôle OTAN, on va mettre tout en place, et c'est nous qui allons dire quand nous allons y aller, et sous notre commandement. Je suis quasiment persuadé de cette théorie. Le principe, après, eh bien, il devient simple. Dès l'instant où on va arriver à quelque chose de dramatique, mais qui va être le vif du sujet, eh bien, là, vont se poser les vrais problèmes. Et je ne suis pas là convaincu que des solutions soient proposées aux populations. Parce que, moi, je ne suis pas très malin, je ne suis pas très fut-fut, mais il y a eu bordure protectrice qui a duré quasiment un peu plus de 60 jours. Bon, très bien. Et puis subitement, ça s'est arrêté. Et on n'en parle plus. Et c'est fini. Personne n'a perdu, personne n'a gagné, comme à l'école des fans, tout va bien. Oh, les pauvres Gazaouis, ils n'ont plus de maison. Oh, en Israël, il y a eu des morts, il y a eu des soldats. On découvre aussi que la guerre, ça fait des morts, malheureusement. Mais finalement, personne n'a gagné, personne n'a perdu. Et soudainement, on n'entend plus les dirigeants israéliens, mais on voit toujours un peu s'exciter ce bon Mahmoud Abbas qui vient crier à dire comment j'ai reconstruit mon pays. Enfin, mon pays, mon État. Donc, il y a trop de paradoxes dans la situation et peu d'informations. Moi, je reste quand même persuadé que la désinformation aujourd'hui et depuis le début août, la désinformation bat son plein plus que jamais. Il y a une raison à ça, c'est quand même pas possible. C'est une arme aussi, ça. Oui, mais c'est une arme.
Mais l'information et la désinformation, c'est l'arme suprême, c'est l'arme bactériologique la plus idéale. Mais on peut également imaginer que il y a un certain nombre de choses qui ne filtrent pas ou qui ne doivent pas filtrer. Alors c'est vrai que certains se gargarisent d'articles un peu fake pris sur des médias qui ne sont pas forcément des médias de référence ou écrits par des gens qui ont certainement une perspicacité terrible, mais qui n'ont pas ce talent de journaliste, en tout cas ce talent de la source du journaliste, et qui se transforme en rumeur et raconte un peu n'importe quoi et alimente cette fausse théorie du complot et cette fausse théorie de l'amalgame des événements qui risquent de se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et là, Et là, ça, je pense que c'est un... la bouteille envoyée par Madame Trier-Veller est un bel exemple. C'est-à-dire que on nous balance un truc qui, bon, je l'ai lu, hein, le livre. Merci pour ce moment. Franchement, pour un journaliste, on va dire que c'est pas si bien écrit. Le propos est, allez, j'ai pas peur des mots, ordurier. Je veux dire que tu vives une histoire, qu'elle soit d'amour ou pas d'amour, tu dénigres pas publiquement au point de dénider le président à son plus petit qualificatif. Et encore là, je suis très courtoise parce qu'elle ne s'est pas gênée. Ouais. Voilà, je veux dire, donc quelque part, on a besoin de réduire le français, puisque le français a été assez nombreux pour acheter ce livre qui ne méritait pas d'être appelé livre. D'ailleurs, pour moi, ça aurait été un roman comme on les faisait à l'époque, tu sais, les romans avec des bulles, hein, pour ça aurait été juste bon pour faire ça. Donc, Ouais, il y a une volonté comme ça de réduire les gens à l'esprit du loft, hein, ce que j'appelle moi l'esprit du loft, et en attendant, les vraies informations, eh bien, on les occulte parce que c'est occulte. oui, Je mais suis persuadée que c'est téléguidé tout ça. ça, c'est le syndrome. C'est un vrai syndrome français, si tu veux, ce paramètre. C'est très juste. C'est très juste. Je veux dire, qu'on soit d'accord ou pas avec Hollande, qu'on le considère comme un génie ou comme un imbécile, qu'on le considère. Il a été élu, c'est le président des Français. Moi, je n'ai pas d'affinité particulière avec lui, surtout depuis qu'il m'a envoyé balader mon téléphone il y a quelques années. Excuse-moi. Voilà. C'était ma maman. Avoir une mère juive, c'est pas tous les jours facile. Mais non, mais bon, c'est le président, donc quoi qu'il arrive, Trierweiler, elle a fait, je l'ai pas lu, hein, on a voulu l'acheter, il était en rupture de stock déjà. Donc, parce que, pas fatalement pour le lire, mais quoique, bon, je le lirai dès l'instant où on le trouvera, mais surtout parce que ça va devenir un volume collector. Voilà. Et ce collector, il faut l'avoir à un moment donné. Mais Trierweiler, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un coup elle a fait un coup de fric. Mais c'est pas tant Trierweiler qui a fait un coup de fric, c'est l'éditeur. Parce qu'il savait pertinemment que ça allait marcher. Tu as déjà vu un éditeur qui spontanément tire à 200 000 exemplaires, toi? Non mais bon, Il savait que ça allait fonctionner. moi, je dis toujours, j'écris maintenant le mot littérature autrement, je l'écris L-I-T, plus loin, T-E-S, plus loin, rature. On en est là, c'est-à-dire que, mais c'est ça qui m'effraie, je veux dire, moi je le vois au quotidien quand j'envoie mes livres, où on me qualifie de spécifique en tant non juif, hein, mon écriture est juive, bon, bah écoutez, je la reconnais, elle est juive, mais pour autant il y a un travail, il y a un travail de recherche, euh, mais aujourd'hui l'édition, c'est plus ça, c'est-à-dire qu'il faut faire le buzz, parce que c'est la mode de faire le buzz. Il faut un sujet qui soit forcément axé sur le sexe et pas sur la réalité de la vie tous les jours. Bon, on m'a combien de fois rajouté dans des scènes de guerre, il fallait que je rajoute du sexe. Bon, admettons. Euh, Mais oui. un éditeur m'a dit un jour, j'avais écrit un livre sur le premier que j'avais écrit, Yantel le survivant. Il m'avait dit, écoutez, c'est très bien ce que vous écrivez, mais il faudrait que vous fassiez aussi un chapitre dédié à ce pauvre petit nazi qui était aux ordres de la bureaucratie allemande. Donc tu vois, il y a des choses qui, pour moi, sont très significatives par rapport au choix littéraire, par rapport, voilà, on a fait maintenant à la une cette Trierweiler, il y a quand même 700 nouveaux livres qui sont sortis, dont on ne parle pas du tout parce qu'il y a une volonté délibérée de rendre le français idiot. Parce que quand il est idiot, plus il devient, plus il régresse, moins il a de revendications. Preuve en est, on n'a personne dans les rues malgré l'augmentation des impôts alors que ça faisait partie du programme de notre président.
Oui, mais si tu veux, c'est toujours le même principe. C'est pas que, en fait, on nous rend idiots. Regarde, Trierweiler, elle fait son bouquin, va prendre de l'argent, l'éditeur va prendre de l'argent, tout le monde est content. À l'inverse, Carla Bruni est devenue subitement chanteuse et avait une voix magnifique, alors que, bon, je chante pas mieux qu'elle, mais elle chante quasiment aussi mal que moi. C'est, ce sont ces arcanes du pseudo-pouvoir qui, nous fait nous demander où sont passées l'abolition des privilèges et à quoi à quoi ont servi les différentes révolutions françaises. Je veux dire, c'est tellement plus facile. Demain, marie-toi avec le prochain président sortant, le prochain président élu français, et puis tous tes livres vont être publiés, c'est évident. Tu n'auras même pas besoin d'aller chercher un éditeur, ils viendront te voir. Alors écoute, si je dois Ben oui. épouser Marine Le Pen, t'es en train de nous rapporter un scoop là. Non, ce ne sera pas Marine Le Pen. Tu verras que ce ne sera pas Marine Le Moi, Pen. écoute, non, je suis moins affirmatif que toi parce que il y a des choses qui ne trompent pas. Alors certes, attention, hein, je reste convaincue qu'elle n'a pas ni la trempe ni la méthodologie pour être éligible. Mais en attendant, je veux dire, les gens sont arrivés à un tel stade de euh, de, de recul et de mépris de tout ce qui se passe aujourd'hui, tant à la droite qu'à la gauche, j'ai peur qu'ils votent le pire. Je crois pas. Je crois pas parce que, regarde, pendant tout le mois d'août, tout le monde disait la rentrée sociale va être tumultueuse, ça va être chaud, ça va être machin. Il se passe rien, une vague grève des pilotes d'Air France parce que ils risquent de perdre 5 000 euros de salaire par mois sur leurs 15 000 et d'aller travailler chez Transavia. Bon, c'est pas, il s'est rien passé. Hein. Le, dans la mentalité française, on fait la guerre et la révolution sur Facebook, pas dans la rue. Il y a, Je la sais, rentrée sociale, elle est calme. Elle est on calme. fait aussi la révolution dans les urnes. On a eu des exemples où effectivement on s'est retrouvé dos à dos avec Monsieur Jean-Marie Le Pen et on n'était pas loin de sombrer là-dedans. Et je pense que Elle passera pas. moi je vois simplement au niveau de mon entourage, je pose des questions quand je suis dans la rue, je demande aux gens, tiens, vous voteriez quoi? Et on a arrivé à un tel stade, je veux dire, où on est tellement mal géré, tellement mal gouverné, tellement peu de perspectives quand on voit que c'est plus la guerre des sièges, le jeu de sièges, tu sais, où celui qui va se précipiter pour truander l'autre pour récupérer son poste de député. On est tellement dans ce système-là et tellement dans un système de survie, parce que le commun des mortels aujourd'hui n'est plus dans la vie, il est dans la survie. On sait tous qu'une fois que tu as payé tes impôts, que tu as payé le loyer, l'électricité, le gaz, bah, tu peux plus rien faire d'autre. Je veux dire, la culture, elle est loin derrière. On sort plus, on va plus ni au cinéma ni au théâtre comme on le faisait avant. La preuve, c'est qu'on nous propose même plus rien. On en est là. On nous propose des émissions à la requis à 2 balles où là, pareil, c'est tendancieux. Il y a une volonté délibérée d'aller vers un sujet toujours tabou pour nous enfoncer davantage. Hein. Je regarde même plus parce que je trouve que Ruki, il n'a pas la science infuse, en tout cas pour nous en expliquer les événements. Mais en attendant, les événements sont là. C'est-à-dire que les gens sont tellement désabusés de ce qui se passe, ils n'ont pas de perspective vers un avenir aucun parce qu'on ne leur en offre pas. Il n'y en a pas, il n'y a pas de garantie de travail, il n'y a pas de garantie de vivre mieux. Puisque bon, la plupart de nous, on veut que nos enfants vivent mieux que ce que nous avons vécu. Or là, on est franchement au milieu de ça. Eh bien, j'ai peur que il y ait un espèce de sursaut très négatif et que les gens, moi je le vois dans mon entourage, des gens qui disent au premier tour je vais voter pour elle. Mais si vous faites ça, c'est-à-dire que vous reniez Oui. votre propre histoire, vous reniez votre mémoire et vous faites courir le risque à d'autres qui ne pourront pas partir, qui vont rester là. Dans la communauté juive, a fortiori, il y a certains rabbins même qui proposent d'aller vers cette idée la plus folle. Moi j'ai du mal à comprendre ça, mais il n'empêche que c'est latent. Et on ne peut pas dire que on n'est pas au courant. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas rien faire. Loin s'en faut. Je crois qu'il faut s'armer contre cette désinformation, Oui. cette médiocratie, moi ce que j'appelle la médiocratie ambiante,
Certes, on est très 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 mal représenté aujourd'hui. Il serait temps qu'on soit mieux représenté demain. En attendant, je vois des choses, surtout en Belgique, qui ont évolué à une allure vertigineuse, en tout cas au niveau des extrêmes. Et je ne peux pas dire que je suis aveugle de ne pas le voir. Non, mais tu as raison, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a dans tous les pays de l'Union européenne un, un désespoir des populations, et c'est significatif, c'est la réflexion qu'on se faisait ce matin avec ma chère, tendre et belle épouse. On a pris le métro parce qu'on est rapidement descendu en ville. Il y a 12 ans, tu prenais le métro à Marseille le matin parce qu'il y avait un joli soleil et une température agréable. Les gens avaient le sourire, ils étaient bien, ils discutaient de manière superficielle, mais dans le métro, on ne peut discuter que comme ça. Là, on se serait cru dans le métro parisien. La même tête, la même. Et c'est révélateur. Je te rejoins sur ce point. Après, moi, je crois qu'il y a un conservatisme français et une trouille permanente du français qui fait que le changement et la radicalisation, c'est pas pour demain. Et c'est la raison pour laquelle, oui, beaucoup vont voter Marine Le Pen certainement au premier tour pour, et ça fera le même électrochoc que l'électrochoc de 2002. Mais je pense que derrière ça, encore une fois, dans les arcades du pouvoir et sous couvert de la raison d'État, il y a des lobbies qui feront en sorte que, de toute façon, le Front National, même s'il est présent, ne sera pas fatalement appelé à des postes à haute responsabilité. J'entendais une émission l'autre jour qui disait ouais, s'il y avait une dissolution, le Front National aurait beaucoup plus de sièges à l'Assemblée. Mais non, il y a toujours une proportionnelle, Coco. Donc, et ce concept de proportionnalité, enfin de proportionnel en tout cas, euh, pour l'attribution des sièges de nos parlementaires, elle n'a pas été remise en cause. Et pour cause, parce que c'est un garde-fou. Donc, ça a beau être le deuxième parti de France, ça a beau être, etc., etc., etc. Je crois que la remise à zéro par malheureusement l'inéluctable que va être la guerre va peut-être remettre aussi nos politiques dans les bons concepts. Le président de la France aujourd'hui, s'il avait pu agir comme De Gaulle a agi en son temps en disant vous voulez plus de moi, je m'en vais, ça aurait certainement créé un vide politique, mais ça n'irait pas forcément mieux non plus. Mais en tout cas, la France aurait réagi, selon moi, comme une nation digne de ce nom. Aujourd'hui, le problème français, c'est que, enclin dans sa culture ancestrale et son image qu'elle croit toujours intacte, mais on se dit, mais nous, la France, il ne peut rien nous arriver, de toute façon, ça n'arrivera qu'aux autres. Il y en a beaucoup qui s'imaginent être encore dans les 30 Glorieuses, il ne faut pas rêver. Mais là aujourd'hui, en l'occurrence, par rapport à cette dissolution, c'est que aujourd'hui, notre président ne protège que son élite, que son parti, que la carrière de son parti, parce que effectivement, quand on Mais, fait le bilan non, où mais on se retrouve avec encore plus de chômeurs qu'au départ, il se dit, ben, on va peut-être éviter des chômeurs aussi au niveau des gens de mon parti, mais pour l'instant, ils font rien de transcendant. Mais tout ça, tout ce non. marasme, un jour, va faire en sorte. Écoute, je pense pas que tout le monde. Faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. On n'est plus avec Ah des non, gens non, qui mais sont je comprends, intelligents, justement, ils sont informés. absolument. Et c'est ça, c'est là où nos politiques sont en train de se tromper, c'est que le commun des mortels est loin d'être idiot. Hein. C'est plus comme à l'époque Et où on puis, n'avait pas autant d'informations. On croyait que c'était, d'ailleurs, on disait de François Mitterrand, c'était tonton. On le respectait, il était le Dieu vivant parce qu'on n'avait pas toutes ces informations. Aujourd'hui, la moindre erreur commise par un Thévenoud, on est informé dans l'instant T. Donc, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Les gens non, ont mais je suis bien ce d'accord. pouvoir de l'urne. Et à un moment donné, quand ils sont saturés par la droite et par la gauche, et qu'ils ne voient que de toute façon, ça ne fait qu'empirer leur quotidien. Je veux dire, quand on prend du règne de Sarkozy jusqu'à aujourd'hui, plus ça va, même un paquet de cigarettes, je veux dire, il est à 7 euros, quoi. Je veux dire, il faut arrêter, ça fait quoi, 1 euro la cigarette bientôt. Non, mais où est-ce qu'on va, quoi? Donc, tout ça mis côte à côte, les gens, n'étant pas des imbéciles, à un moment donné, ils vont faire un choix. Et pour moi, je reste convaincue
que le choix délibéré de Madame Le Pen n'est pas forcément orienté sur quelque chose de discipline, machin, etc. Non, c'est plus pour marquer Non, le coup. d'accord. Mais en attendant, nos politiciens, je regardais encore une émission avec le communicant de Sarkozy, pas plus tard qu'hier, celui que j'aime bien, la Tapiro. Euh, je me rends compte d'une chose, c'est que ces mêmes publicistes, ces mêmes communicants font les mêmes erreurs pour nous embirlificoter dans un système qui peut faire plonger la France. Or maintenant, on ne peut plus plonger. Je veux dire, on est déjà en dessous du niveau. Donc, De toute façon, on est au fond du trou. On peut pas, à mon avis, on peut pas aller plus bas. Alors, la France n'est pas la seule dans ce cas, mais on peut pas aller plus bas. donc, faut présenter un roi.